Nicolas possédait une fortune colossale, suffisante pour acquérir tout ce que le monde matériel pouvait offrir, tout, sauf l'espérance. Depuis ce jour fatidique où le corps médical avait prononcé sa sentence irrévocable affirmant que ses fils jumeaux, Léo et Lucas, ne marcheraient jamais, ce magnate des affaires avait érigé une forteresse autour de son cœur. Il avait cessé de faire confiance à l'humanité. Dans sa vaste et majestueuse demeure de pierre blanche, nichée au cœur de la vallée de la Loire, il avait fait installer un système de surveillance sophistiqué. Des caméras, dissimulées dans chaque recoin, clignotaient silencieusement, témoins froids de son angoisse. Il surveillait chaque geste, chaque respiration, persuadé que personne, absolument personne, ne pourrait veiller sur ses enfants avec l'exigence et la protection qu'il estimait nécessaires. Cet état de siège dura jusqu'au jour où une femme entra dans cette maison, non pas avec des diplômes prestigieux ou des promesses de miracles scientifiques, mais avec une arme bien plus puissante et rare, une foi inébranlable. Elle s'appelait Manon. C'était une Ninra simple, originaire de Bretagne. Et la scène que Nicolas allait découvrir à travers l'écran de son téléphone, celle de ses deux fils se précipitant, contre toute attente médicale, pour embrasser cette femme, allait le laisser dans un état de choc absolu. Ce qu'il ignorait alors, c'est que le miracle avait déjà commencé, tissé dans le silence et la tendresse. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut remonter le cours du temps, là où les souvenirs sont encore vifs et douloureux. Nicolas avait tout pour être heureux, le succès, une entreprise florissante valant des millions, et surtout, Sandrine. Sandrine, son épouse, la lumière de sa vie, d'une beauté rayonnante. Ils attendaient des jumeaux. La maison de la vallée de la Loire était prête, les chambres peintes dans des tons doux, les prénoms choisis avec amour, Léo et Lucas. Mais le jour de la naissance, le destin frappa avec une cruauté inimaginable. Nicolas se souvenait de chaque seconde de cette journée maudite. Il se revoyait, assis sur une chaise en plastique froide dans le couloir aseptisé de l'hôpital, le bourdonnement des néons agressant ses sens, écoutant des cris de douleur qui allaient hanter ses cauchemars pour l'éternité. Sandrine n'avait pas survécu. L'accouchement avait été une tragédie. Les bébés étaient nés, minuscules, fragiles comme du verre, mais vivants. Deux petits miracles enveloppés dans des couvertures bleues. Mais c'était un miracle au goût de cendre, un miracle incomplet, car Nicolas les tenait dans ses bras tremblants sans celle qui aurait dû être là, à ses côtés, pour partager ce poids et cette joie. Il pensa naïvement que le pire était passé, qu'après la mort, la vie reprendrait ses droits. Il se trompait lourdement. 6 mois plus tard, le verdict tomba tel un coup près. Le docteur Jean-Pierre Lefebvre, neurologue éminent et respecté dans toute la France, entra dans son bureau avec cette expression grave, faussement empathique, que les médecins arborent lorsqu'ils s'apprêtent à briser une vie. « Monsieur Nicolas, je dois être direct avec vous, dit-il en ajustant ses lunettes. Les enfants souffrent d'une paralysie cérébrale sévère. Les lésions sont irréversibles. » Nicolas prit une profonde inspiration, l'air semblant soudain manquer dans la pièce. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Cela signifie qu'ils ne marcheront jamais. Ils n'auront jamais d'autonomie. Ils nécessiteront des soins constants pour le reste de leur existence. Jamais. Ce mot résonna dans l'esprit de Nicolas comme le glas d'une cloche d'église lors d'un enterrement pluvieux. Mais il refusa de l'accepter. Comme tout père aimant ses enfants plus que sa propre vie, il décida de déclarer la guerre au destin. Il dépensa des sommes astronomiques. Il consulta les plus grands spécialistes à Paris, à Lyon et à Genève. Il finança des traitements expérimentaux, explora des thérapies alternatives, l'acupuncture, les injections de cellules souches, tout ce que la science et la médecine parallèle pouvaient offrir. Et pourtant, rien ne changea. Les mois s'écoulèrent, et avec eux, les espoirs s'éteignirent un à un, laissant Nicolas se vider intérieurement, devenant une coquille vide animée par la seule volonté de contrôle. Nicolas avait toujours été un homme de contrôle. Dans son entreprise, chaque décision passait par son bureau. À la maison, chaque détail était planifié. Mais désormais, avec ses fils dépendants de nourrices étrangères, son besoin de contrôle vira à l'obsession maladive. Il installa des caméras partout, dans le vaste salon, les chambres des jumeaux, la cuisine, même les couloirs. Tout était connecté à son smartphone. Il passait ses journées à fixer l'écran, même lors de réunions cruciales, ou tard le soir, assis dans le compartiment première classe du TER qui le ramenait de ses déplacements professionnels. Il regardait, hanté par la peur, car les premières Ninra avaient failli.
La première avait laissé tomber Léo de sa chaise haute parce qu'elle était absorbée par ses messages personnels. La deuxième avait confondu les dosages des médicaments. La troisième s'était volatilisée en plein milieu de la journée, laissant les enfants seuls dans cette immense maison. Chaque échec, chaque erreur humaine confirmait la terreur de Nicolas, on ne pouvait faire confiance à personne. Seules les caméras ne mentaient pas. Seul le contrôle total garantissait la sécurité. Mais le contrôle est une prison dorée, et Nicolas était en train de devenir le geôlier de sa propre existence, jusqu'à l'arrivée de Manon. Lorsque Manon sonna à la grille de la propriété pour l'entretien, Nicolas faillit la renvoyer sans même lui parler. Elle avait la trentaine, et elle ne correspondait en rien au profil recherché. Elle ne portait pas d'uniforme impeccable, ne présentait pas un CV orné de certificats internationaux ou de recommandations de familles aristocratiques. C'était une femme d'apparence simple, venue de Bretagne, avec des mains calleuses témoignant d'une vie de labeur et des yeux cernés par la fatigue mais brillant d'une lueur étrange. Elle expliqua qu'elle avait travaillé comme aide à domicile et qu'elle avait acquis son expérience en s'occupant de sa propre mère, alitée pendant des années. « Pourquoi voulez-vous ce travail ?» demanda Nicolas, consultant déjà mentalement son agenda pour la prochaine candidate, plus qualifiée. Manon le regarda droit dans les yeux, sans ciller, avec une intensité qui le déstabilisa. « Parce que je ne renonce pas face aux gens, monsieur. Et il me semble que vous avez besoin de quelqu'un comme ça. » Quelque chose dans cette réponse désarma Nicolas. Peut-être était-ce la sincérité brute de sa voix, ou peut-être était-il simplement épuisé de rencontrer des candidats trop parfaits pour être honnête. Contre toute logique, il l'engagea pour une semaine d'essai. Et très vite, il réalisa que Manon était différente. Elle suivait les règles protocolaires à la lettre, ponctualité, médication, hygiène, tout était irréprochable. Mais elle faisait quelque chose de plus, quelque chose que Nicolas observait via ses caméras mais qu'il peinait à comprendre au début. Elle parlait aux enfants. Vraiment. Pas avec ce ton infantilisant et qu'utilisaient les autres nourrices. Elle s'adressait à Léo et Lucas comme s'ils pouvaient lui répondre, comme s'ils étaient des interlocuteurs à part entière. Elle leur racontait des légendes de Bretagne, chantait des chansons, faisait des blagues et riait de ses propres traits d'esprit. « Léo, tu vas aimer cette chanson, c'est de l'époque où ta maman était jeune, » disait-elle en lançant une vieille chanson de Charles Aznavour sur son téléphone. La voix tremblante et passionnée du chanteur emplissait la chambre. Et les enfants répondaient. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec des regards intenses, des sourires esquissés, de petits mouvements presque imperceptibles. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait Léo et Lucas comme des enfants, et non comme des problèmes médicaux à gérer. Mais Nicolas, enfermé dans sa tour d'ivoire, n'arrivait pas à se détendre. Plus Manon agissait avec humanité et spontanéité, plus il sentait que le contrôle lui échappait. De la musique en dehors des horaires prévus? Inacceptable. Des exercices différents de ceux prescrits? Dangereux. Des rires sonores à l'heure du repos? Chaos. Il commença à noter chaque écart, chaque infraction au règlement intérieur rigide qu'il avait rédigé. Il prépara une liste de griefs, décidé à renvoyer Manon pour trouver quelqu'un de plus docile, de plus robotique. Mais lorsqu'il appela l'agence de placement, la réponse fut cinglante. « Monsieur Nicolas, nous n'avons plus personne de disponible pour vous. Vos exigences sont, disons, uniques. Manon est la seule qui a accepté vos conditions et qui est restée. » Il était piégé. Il avait besoin d'elle, mais il ne lui faisait pas confiance. Cette tension devint insupportable. Un soir, alors qu'il était en déplacement, Nicolas appela la maison via le système d'interphone en plein milieu du service. « Pourquoi avez-vous mis de la musique sans demander mon autorisation » aboya-t-il. À l'autre bout de la ligne, Manon soupira, un son qui trahissait plus de lassitude que de peur. « Parce que la musique leur fait du bien, monsieur Nicolas. » Les enfants sourient. « Cela va contre les règles. » « Tout ce qui n'est pas dans votre protocole va contre les règles, » rétorqua-t-elle doucement mais fermement. Puis, après un silence, elle ajouta, « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Êtes-vous en train d'élever des prisonniers ou des fils ?» La communication coupa. Nicolas resta immobile, fixant son téléphone, tremblant de rage. Ou peut-être était-ce de la peur? Il ne savait plus faire la différence. Si la pression interne était déjà insoutenable, la pression externe vint tout aggraver.
le docteur Jean-Pierre Lefebvre revint à la charge avec une proposition qu'il qualifiait de « solution définitive », une chirurgie lourde pour immobiliser complètement les jambes des enfants. C'est préventif, monsieur Nicolas, insista le médecin avec sa froideur clinique. Cela évitera des luxations douloureuses, des fractures futures. Ils seront plus confortables. Confortable. Quel mot élégant pour désigner la capitulation totale. C'était renoncer à tout espoir de mouvement, figer leur corps pour toujours. La mère de Nicolas, Monique, une femme traditionnelle et pragmatique, n'aidait pas non plus. Elle l'appelait tous les jours, sa voix chargée de reproches inquiets. « Mon fils, tu dois placer les enfants dans un institut spécialisé. Tu es en train de te détruire. Regarde-toi. Tu as maigri, tu ne dors plus. Ton entreprise périclite. Ce n'est pas une vie. » Et elle avait raison. L'empire de Nicolas prenait l'eau. Il ne pouvait plus se concentrer. En réunion, ses yeux dérivaient vers son téléphone. Il annulait des voyages d'affaires, perdait des contrats majeurs. Il vivait enfermé dans l'application de ses caméras. Il ne mangeait plus, souvent, le soir, il repoussait son assiette de bœuf bourguignon à peine entamée, laissant la sauce figer et la baguette durcir. Il avait des cernes profonds, les mains qui tremblaient. Il sombrait. Tout semblait mener inéluctablement vers l'effondrement total. Et puis, un mardi, quelque chose changea. Nicolas était dans son bureau, les yeux rivés sur les caméras, quand il vit l'impensable. Léo leva la main. Seul. Ce n'était pas un réflexe, ni un spasme incontrôlé. C'était un mouvement intentionnel, lent, laborieux, pour attraper un jouet coloré que Manon avait laissé à sa portée. Nicolas se figea, le souffle coupé. Sur l'autre écran, Lucas tourna la tête et sourit à son frère, un sourire conscient, une reconnaissance mutuelle. Le cœur de Nicolas se mit à battre un rythme différent. Ce n'était plus la peur qui le serrait, c'était une étincelle oubliée depuis longtemps, l'espoir. Cette même semaine, le destin testa Nicolas. Manon dut partir en urgence. Sa mère, restée en Bretagne, avait fait une rechute grave. Manon pleurait en s'excusant, son petit sac à la main. « Je reviens demain, monsieur Nicolas, je vous le promets. » Mais elle ne put revenir le lendemain, ni le surlendemain. Pour la première fois depuis des années, Nicolas se retrouva absolument seul avec ses fils dans l'immense maison de la vallée de la Loire. Il n'y avait plus de caméras derrière lesquelles se cacher, plus d'intermédiaires, plus de protocoles abstraits. Il dut retrousser ses manches. Il dut les laver, changer leurs couches, préparer leur nourriture, les nourrir à la cuillère. Et au milieu de cette intimité forcée, la carapace se brisa. Il regarda Léo et Lucas. Il les regarda vraiment, de près, sans le filtre d'un écran. Et pour la première fois, il ne vit pas le diagnostic du docteur Lefebvre. Il vit les fils de Sandrine. Il retrouva les yeux de sa femme dans les leurs, la courbe de son sourire sur leurs lèvres. Un souvenir le frappa de plein fouet. Ils étaient au lit, Sandrine enceinte de 7 mois, caressant son ventre rond. « Nicolas, promets-moi quelque chose », avait-elle chuchoté. « Quoi ? S'il m'arrive quelque chose. Ne renonce jamais à eux. Même si c'est difficile, ne baisse jamais les bras. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Nicolas, tombant sur le pyjama de Lucas qu'il était en train d'ajuster. Il avait failli à sa promesse. Il avait cherché à les gérer, pas à croire en eux. Lorsque Manon revint enfin, le visage tiré par la fatigue mais soulagé que sa mère aille mieux, elle trouva un homme différent. Nicolas l'attendait dans le salon. « Manon, je vais vous donner 7 jours, dit-il d'une voix grave. 7 jours pour me prouver que ce que vous faites fonctionne vraiment. Si rien ne change, nous revenons au protocole strict et à l'idée de la chirurgie. Si cela change, alors je vous ferai confiance. » Manon sourit, un sourire fatigué mais radieux. 7 jours, c'est tout ce dont j'ai besoin. Elle ne perdit pas une minute. Elle fit venir des renforts, une amie à elle, Chloé, une physiothérapeute jeune et dynamique, spécialisée dans la stimulation neurologique infantile, mais dont les méthodes étaient souvent jugées trop avant-gardistes par l'establishment médical conservateur. Chloé examina les enfants et fit quelque chose qu'aucun médecin en blouse blanche n'avait pris la peine de faire récemment. Elle testa la réponse musculaire profonde. « Monsieur Nicolas, regardez ça, dit Chloé. »
Elle pressa doucement un point précis sous le pied de Lucas. Le pied réagit. C'était faible, un tressaillement, mais c'était là. Cela signifie que la connexion neurale existe encore. Elle est tenue, mais elle est vivante. On peut travailler avec ça. Nicolas n'osait y croire. Mais le docteur Lefebvre a dit que c'était impossible. Chloé le regarda avec sérieux. Le docteur Lefebvre abandonne trop vite. Pas moi. Le plan de bataille fut lancé. C'était intense. Exercices répétitifs, stimuli sensoriels, massage profond, musique d'Aznavour à plein volume pour stimuler le cerveau, conversation incessante. Tout était documenté en vidéo, minute par minute. Mais il y avait un risque énorme. Si le docteur Lefebvre l'apprenait, il pourrait accuser Chloé d'exercice illégal ou non autorisé de technique non validée pour ce cas spécifique, et lui faire perdre sa licence. Il pourrait attaquer Nicolas pour négligence. Je prends le risque, affirma Chloé. Et vous? Demanda Manon à Nicolas. Nicolas pensa à Sandrine. Il pensa à ces 7 jours. Il pensa qu'il n'avait plus rien à perdre, car il avait déjà failli perdre leur âme. Allons-y. Les premiers jours, les progrès furent subtils, presque invisibles pour un œil non averti. Léo réussit à tenir un objet pendant 3 secondes, puis 5, puis 10. Lucas bougea son bras de manière coordonnée pour repousser une balle. Ce n'était pas un spasme, c'était du contrôle pur. Au 4e jour, Léo soutint son propre poids sur ses jambes pendant 2 secondes entières avant de retomber dans sa chaise. Manon éclata en sanglots de joie. Chloé laissa échapper un cri de victoire. Nicolas garda le silence, mais il filmait tout, les mains tremblantes d'émotion. Puis, au 6e jour, l'enfer se déchaîna. Le docteur Jean-Pierre Lefebvre apparut à la maison sans prévenir, utilisant son statut de médecin référent pour forcer l'entrée. Il découvrit la scène, le salon transformé en gymnase, la musique, Chloé manipulant les jambes des enfants. Que se passe-t-il ici? Tonna Théil, rouge de colère. Qui est cette femme? Il pointa un doigt accusateur vers Chloé. C'est une physiothérapeute, répondit Nicolas calmement. Nous essayons de nouveaux exercices. Des exercices? C'est de la charlatanerie. Vous allez blesser ces enfants. Le médecin jeta un regard méprisant vers les jumeaux. Monsieur Nicolas, vous êtes manipulé. Ces gens en veulent à votre argent. Je vais signaler cela immédiatement aux services sociaux et au conseil de l'ordre. Il se tourna vers Chloé, et vous, mademoiselle, vous pouvez dire adieu à votre licence. Il sortit en claquant la porte si fort que les murs de la vieille bâtisse tremblèrent. 3 jours plus tard, la notification officielle arriva. Une inspection était programmée. Une enquête était ouverte. La menace était réelle, on pouvait lui retirer la garde des enfants. C'était quitte ou double. L'inspection fut fixée un lundi matin gris et pluvieux. Le docteur Lefebvre arriva, accompagné d'une assistante sociale au visage sévère et d'un représentant de l'administration hospitalière de la région. Il entra avec l'assurance d'un vainqueur, presque triomphant. Voyons donc cette amélioration miraculeuse dont vous parlez tant, lança-t-il avec une ironie mordante. Nicolas ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir les portes du grand salon. Le docteur Lefebvre entra et se figea sur place, comme frappé par la foudre. Les fauteuils roulants étaient vides. Léo et Lucas étaient debout. Ils étaient soutenus par les mains fermes et aimantes de Manon et Chloé, mais ils étaient debout, leurs pieds à plat sur le parquet de chêne. Impossible. Murmura le médecin, sa voix s'étranglant. Et alors, l'impensable se produisit. Léo fit un pas. Puis un autre. C'était lent, tremblant, l'effort était visible sur son petit visage concentré, mais c'était réel. Lucas l'imita. Les 2 frères avancèrent, pas à pas, s'éloignant de leur soutien pour faire 2 pas seuls avant de tomber dans les bras ouverts de Manon, riant aux éclats. L'assistante sociale porta la main à sa bouche et commença à pleurer silencieusement. Le représentant de l'hôpital resta bouche bée, ses dossiers lui échappant des mains. Le docteur Lefebvre était devenu blanc comme un linge, s'appuyant contre le mur pour ne pas vaciller. Cela ne peut pas arriver. Bégaya Théil. Mais cela arrive, dit Nicolas, brandissant son téléphone où toutes les séances étaient enregistrées. Et vous aviez dit que c'était impossible. Dans les jours qui suivirent,
galvanisé par cette victoire, Nicolas engagea des détectives privés et des avocats pour enquêter à fond sur le docteur Lefebvre. Ce qu'ils découvrirent fut perturbant et scandaleux. Le neurologue avait falsifié des documents médicaux. Il avait délibérément altéré des rapports pour exagérer la gravité de l'état des enfants et d'autres patients. Pourquoi? Pour forcer des chirurgies coûteuses et inutiles qui rapportaient des sommes considérables à lui-même et à sa clinique privée partenaire. L'affaire passa au pénal. Abus de pouvoir, falsification de documents, tentative de fraude médicale, mise en danger d'autrui. La ligne rouge avait été franchie depuis longtemps. Une seconde inspection eut lieu, cette fois en présence de la presse nationale. Des journalistes, des caméras de télévision, tout le monde était là. Ils virent Léo et Lucas marcher, balbutier des mots, jouer. Et suite à la médiatisation, d'autres parents commencèrent à se manifester. Des parents d'enfants que le docteur Lefebvre avait également diagnostiqués comme des « causes perdues », des cas pour lesquels il avait recommandé des interventions lourdes. Le système fut remis en question. Le masque tomba. Le docteur Jean-Pierre Lefebvre fut radié de l'ordre des médecins. Il fut jugé, condamné et incarcéré. Il dut payer des amendes colossales et se vit interdire à vie d'exercer la médecine. Nicolas utilisa une partie de sa fortune pour créer une clinique spécialisée ultramoderne près de Paris, dédiée aux enfants au diagnostic dit « impossible », un lieu où l'on ne renonce jamais. Chloé et Manon devinrent les piliers de cette nouvelle institution. Mais Nicolas fit plus encore. Il finança intégralement les études de physiothérapie de Manon. L'ancienne Ninra étudia avec acharnement, obtint son diplôme et revint travailler comme physiothérapeute officielle des jumeaux, avec un salaire digne, des avantages sociaux et le respect qu'elle méritait. Nicolas prit également en charge tous les frais médicaux de la mère de Manon en Bretagne, lui offrant les meilleurs soins, ce qui lui permit de recouvrer la santé et de retourner vivre chez elle. Quelques années plus tard, dans le jardin de la maison de la vallée de la Loire, Léo et Lucas courent. Ils jouent, ils se disputent, ils rient, ils vivent. Manon est toujours près d'eux, non plus comme une employée subalterne, mais comme une partie intégrante de la famille, vivant une vie pleine d'opportunités et de joie. Les jumeaux ne sont pas des enfants, parfaits, selon les standards médicaux rigides, ils gardent certaines limitations, mais ils sont libres. Ils sont autonomes. Et Nicolas, en les regardant depuis la terrasse, sans caméra ni écran, a appris la leçon la plus importante de son existence, celle que Sandrine avait essayé de lui transmettre. L'amour, ce n'est pas surveiller, ce n'est pas contrôler. L'amour, c'est croire.